Deuxième session de l'après-midi consacrée à l'optimisation des ressources avec cette fois-ci un zoom sur l'économie circulaire. Ne plus démolir pour reconstruire, mais déconstruire pour recycler, réemployer, donner une seconde vie aux matériaux pour une rénovation encore plus durable. Où en est-on aujourd'hui? Quels sont les freins? Quelles sont les perspectives? Pour en parler, voici Alexandra Lebert, Laurent Demal et Hugo Konzelman. Vous pouvez les applaudir. Bonjour à vous trois. Alexandra Lebert, vous êtes directrice de domaine d'action stratégique au CSTB. Vous nous présentez en 15 secondes chrono l'émission du Centre scientifique et technique du bâtiment. Le CSTB, c'est une entreprise publique à caractère industriel et commercial. On a l'habitude de dire qu'on est au service de l'intérêt général et de nos clients. On a pour mission d'accompagner l'innovation, de créer de la connaissance et puis, évidemment, de faire en sorte qu'on sécurise les projets de construction et de rénovation. Laurent Demal est à vos côtés. Vous êtes directeur du groupe Pando. Vous avez reçu le prix EY d'entrepreneur de l'année dans le Grand Est. Quelques mots, quelques chiffres sur votre groupe. Alors, le groupe Pando, c'est un groupe, une entreprise à mission qui a été créée en 2021 quand l'ensemble des salariés de Les Ailes, l'entreprise Les Ailes qui a 80 ans, que j'avais rejoint il y a 8 ans, on a monté ça pour les racheter avec tous les salariés. Et on est devenu entreprise de la mission. On fait des fenêtres, on est basé au fin fond des Vosges, à 600 mètres d'altitude, au fond d'une vallée. Et on fait maintenant, on est à peu près 1000 salariés. Il y a 6 entreprises qui nous ont rejoints un peu partout en France. Et on fait 1 millier de chantiers en rénovation ou en neuf, en logement collectif, avec des fenêtres ou des volets, avec les produits que l'on fabrique, que l'on conçoit, qu'on fabrique et qu'on installe sur nos chantiers. Hugo Konzelman, vous êtes responsable des affaires publiques et juridiques de l'Institut national de l'économie circulaire. Même défi, vous nous présentez en quelques mots l'INEC. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravi d'être ici cet après-midi. L'Institut national de l'économie circulaire, c'est un think tank qui a été fondé en 2013 et dont l'objectif premier est de mettre sur le devant de la scène les sujets d'économie circulaire, d'influencer sur les politiques publiques qui sont mises en œuvre pour qu'elles soient le plus circulaires possible. Donc on fait 2 choses, des études pour objectiver tout ça, objectiver les données, et du plaidoyer pour influer sur les politiques publiques. Alors, puisque vous avez la parole, gardez-la. En quoi la circularité dans le bâtiment est-elle capitale pour atteindre les objectifs de décarbonation? Quels sont les chiffres dont on dispose sur le sujet, Hugo? Alors déjà, le lien économie circulaire, décarbonation, il n'a jamais été évident. Il l'est depuis quelque temps. On a les sujets de décarbonation qui sont maintenant bien compris, les sujets de préservation de la biodiversité qui sont bien compris. Mais on n'a pas encore, je pense, on commence à peine à le faire, bien compris le sujet des liens entre les ressources, la mobilisation des ressources, et finalement notre économie, mais surtout les politiques publiques de la décarbonation. Et ça, c'est un vrai sujet parce que du coup, les pouvoirs publics, les politiques publiques qui sont mises en place aujourd'hui, elles n'ont pas ce prisme qui pourtant est fondamental puisqu'il est à la racine finalement des problèmes qu'on peut rencontrer aujourd'hui en matière de carbonation de notre économie, en matière d'impact sur la biodiversité, en matière de risque pénurique sur les ressources. Donc pour ça, l'INEC a fait notamment une étude en 2022 qui essaye d'objectiver un petit peu dans certains secteurs de l'économie cette question-là et de dire, notamment dans le secteur de la construction, on a des objectifs qui ont été fixés en matière de décarbonation par les pouvoirs publics, notamment dans ce qu'on appelle la stratégie nationale bas carbone, qui est la feuille de route de décarbonation de la France. On a des objectifs qui ont été fixés. Est-ce que les pouvoirs publics ont pris en compte le besoin en ressources qui va être nécessaire finalement pour mettre en place ces politiques publiques-là? On s'est rendu compte assez vite, en objectivant dans 3 secteurs, donc électricité, biomasse et construction, mais je vais vous parler de la construction.
On s'est rendu compte assez vite que non, on n'allait pas avoir suffisamment de béton, on n'allait pas avoir suffisamment d'acier, on n'allait pas avoir suffisamment d'aluminium, parce que en fait, on n'est pas les seuls à mettre en place des politiques publiques de décarbonation. On n'est pas les seuls à mettre en place, à construire des bâtiments performants, à mettre en place de la rénovation, etc., etc. Donc, on a voulu un peu faire des propositions. Et les propositions qu'on a faites, et je vous les schématise, c'est que si on recourt aujourd'hui massivement à la rénovation, le bâtiment, aujourd'hui, c'est à peu près 50 millions de tonnes de ressources qui sont émises. Si on recourt en France à la rénovation avec des leviers d'économie circulaire qui sont poussés à leur maximal, on se rend compte qu'on peut économiser près de 20 millions de tonnes de ressources type acier, type béton, type aluminium. Et donc, ce lien-là, il est important de le faire parce que aujourd'hui, le bâtiment, c'est quand même 70% des déchets qui sont émis en France, c'est 50% des ressources qui sont utilisées, c'est 25% des émissions carbone qui sont faites, et finalement tout découle du bâtiment. Aujourd'hui c'est le problème, mais c'est la solution aussi. Si vous faites une politique écologique du bâtiment, vous allez économiser du carbone, vous allez économiser de la ressource, vous allez économiser aussi de l'énergie, de l'eau, etc. Alexandra, quelles sont les règles, les normes qui encadrent l'économie circulaire dans le secteur du bâtiment? Alors j'aime bien parce que Hugo, vous avez commencé sur tous les sujets de décarbonation. Et il y a donc évidemment dans ce corpus qui est extrêmement dynamique depuis une quinzaine d'années, il y a tout un tas de lois, de textes qui ont popé comme ça des différents sujets. Vous en avez qui sont absolument centrés sur l'économie circulaire, qui pourront soit multisectoriels, soit uniquement sur le bâtiment. Et puis vous avez tous les autres secteurs ou tous les autres sujets qui nourrissent l'économie circulaire. Vous avez parlé de la décarbonation, bien sûr, effectivement, tous les sujets sur la SNBC, la feuille de route décarbonation du bâtiment parlent d'économie circulaire. Quand vous parlez taxonomie, CSRD, ça parle d'économie circulaire. Quand on parle de sanitaire, quand on parle de REACH, alors la petite voix est un peu plus derrière, mais quand on parle de REACH, évidemment que ça va intéresser les sujets d'économie circulaire. Et puis après, vous avez des textes qui sont très porteurs, des lois, et notamment il y en a deux. Il y en a une dont le nom est absolument fantastique, c'est la loi AGEC 2020, en loi pour anti-gaspillage pour l'économie circulaire, et puis la loi climat et résilience. Et ces lois-là, elles posent un certain nombre d'exigences en termes de chemin à parcourir. Et le chemin, il adresse plusieurs sujets. C'est le fait d'obliger les gens à regarder certains sujets. Donc c'est le diagnostic déchets qui est devenu le diagnostic PEMD. C'est le fait de faire des études d'évolutivité des bâtiments. Et ça, c'est vraiment des choses extrêmement importantes. Donc là, on a tout un tas de documents, de textes, un petit peu normatifs aussi. Il y a des choses qui sortent depuis quelques années. Là où, par contre, il y a sans doute encore beaucoup de choses à faire, c'est sur tout ce qui est harmonisation des pratiques. Aujourd'hui, il n'existe qu'une seule règle professionnelle sur l'économie circulaire, c'est sur la charpente métallique. Donc, il y a évidemment d'autres choses qui sont en préparation, mais voilà, quelque chose de très dense au niveau des textes et des lois, et peut-être des choses beaucoup moins denses à structurer sur les pratiques opérationnelles des acteurs et leur harmonisation. Laurent Demal, pour un chef d'entreprise comme vous, la circularité, c'est une conviction ou c'est du pragmatisme? C'est une conviction, certainement, évidemment. Je suis papa, je suis citoyen, et j'aime la planète, je viens des montagnes, donc oui. Maintenant, je vais parler plutôt en termes de pragmatisme parce que c'est peut-être le moins évident. Quand vous êtes chef d'entreprise, vous regardez les enjeux et vous adressez ces enjeux de façon stratégique, avec des réponses appropriées. Quand vous êtes entreprise à mission, vous les regardez sur 5 axes, financier, économique, social, sociétal et environnemental. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que nous qu'on l'a décliné. Quand vous êtes actionnaire à salarié, vous pouvez les voir à 20 ans. À 20 ans, les enjeux sont faciles. Réchauffement de la planète, vieillissement de la population, etc. Si vous regardez, j'ai travaillé pendant 25 ans dans le pétrole, le gaz et le nucléaire. Donc, les énergies mondialisées, qu'aujourd'hui, la mondialisation fait qu'on peut profiter de tout ce qui existe. Mon dernier chantier sur ce truc-là, c'était de fabriquer un terminal gazier pour la Pologne qui voulait devenir indépendante du gaz russe. Ils avaient une petite bonne idée, c'était juste avant la guerre. Pourquoi? Parce que quand la guerre est arrivée, il n'y avait plus de gaz russe. Il existait, mais il n'était plus disponible. Donc l'enjeu en tant que chef d'entreprise, c'est qu'est-ce qui nous reste comme matière première dont on a besoin pour faire ça là? On n'a plus rien dans nos sols en Europe, on l'a bouffé depuis très longtemps, il n'y a qu'une planète de toute façon. Et on sait, l'homme un peu égoïste, souvenons-nous des masques qui étaient sur les tarmacs et que tout le monde s'arrachait quand c'était le Covid. Il n'y a aucun doute de la capacité de l'être humain à être égoïste au moment où il en a besoin.
Donc on aura quoi, nous, la France ou l'Europe, si on est capable de maintenir l'unité, au moment où tout le monde aura besoin, comme tu l'as dit, d'aluminium, enfin de 90% du tableau de Mendeleïev. 90%. Donc on n'aura plus ces matières-là. La seule ressource naturelle qu'on aura, et c'est notre chance, c'est nos déchets. Comme on consomme beaucoup, on a plein de déchets. Ces déchets-là, c'est nos matières premières de demain. Si on n'arrive pas à anticiper ça, le jour où ça arrivera de façon crise, c'est-à-dire une guerre, du jour au lendemain, on n'aura certainement pas le temps de se préparer. Donc il faut absolument le faire, parce que notre capacité à maintenir notre vivre ensemble va dépendre de notre capacité à vivre de façon circulaire, c'est-à-dire il n'y a qu'une planète globalement, donc il n'y a qu'une planète dans nos frontières, même si on n'arrive pas à le faire de façon collective. Alexandra, sur quelle matière justement et quel gisement peut-on compter? Quel est l'objectif notamment de votre projet de base de données nationale des bâtiments? La BDNB. La BDNB, c'est la base de données nationale des bâtiments. On a construit ça avec le financement des C2E, donc accompagné par l'État, et c'est une base de données qui compile une trentaine d'autres bases de données. Et ça nous permet de croiser toutes les informations qu'on a sur les 32 millions de bâtiments en France hexagonale. Ça nous donne à peu près entre 300 et 400 informations par bâtiment. Donc on connaît la matérialité des bâtiments aujourd'hui. Cette information, lorsqu'on veut accompagner des filières sur un territoire particulier, pour savoir justement ce que tu viens de dire, sur quelles sont les ressources qui pourront être mises à disposition, parce qu'il va y avoir des chantiers de rénovation, parce qu'il va y avoir de la déconstruction, quelles sont les ressources qu'on doit accompagner pour qu'on soit sûr qu'elles soient réemployées à un moment donné ou qu'elles soient recyclées. C'est cet usage-là qu'on veut faire de la BDNB. Donc vraiment de comprendre la matérialité actuelle des bâtiments et comment on les emmène. Donc c'est une super mine d'informations en fait. C'est une super mine d'informations qu'on peut utiliser vraiment en faisant vraiment du bottom-up. Il y a un autre type d'information qu'on va trouver et qu'on va essayer de creuser, puisque la conférence d'avant, M. Madec rappelait la notion de frugalité. On le sait, et puis on est à Reno Days, donc évidemment, à chaque fois qu'on construit un mètre carré neuf, on sait qu'on sait un ticket à une tonne de carbone par mètre carré construit. Donc évidemment, la question, c'est comment on valorise le patrimoine qui est déjà existant. Vous connaissez les problématiques, que ce soit sur le tertiaire, avec de la vacance et puis de la sous-occupation, que ce soit sur le résidentiel, où il y a tout un tas de zones résidentielles aujourd'hui qui ont été pensées pour des familles, des larges familles. C'est on sait on rentre dans la dénatalité. Donc il y a tout un patrimoine qu'il va falloir réutiliser, sans doute recontacter, reconcaténer. Il y a un rapport passionnant là qui vient de sortir, donc je vous conseille, qui s'appelle Sisyphe, qui adresse le sujet du tertiaire. Et donc la question, c'est comment on va travailler cette masse de bâtiments à l'échelle vraiment à l'échelle du bâtiment pour en faire et pour changer d'usage. Et là, on se retrouve confronté à une multitude de réglementations, évidemment, quand on passe d'un usage à l'autre. Et comment on défait ces fils pour en faire un patrimoine que l'on peut réévaluer et réutiliser, réemployer. Donc on est pile poil dans l'économie circulaire également. Alors Laurent Demal, votre groupe se distingue par la meilleure empreinte carbone de France pour la fabrication de fenêtres. Comment vous y êtes-vous parvenu et quels bénéfices, quelle contrepartie? Alors, on fait à peu près 250 000 fenêtres par an. 250 000 Oui, la grande majorité est en PVC. Le marché de la France en fenêtres, c'est 10 millions de fenêtres, 6 millions en PVC, 3 millions en alu, 1 million en bois. Pendant les 30 Glorieuses, c'était 40 millions en bois. Pourquoi ça réduit? Parce que le bois coûte très cher, indépendamment de la ressource en bois qui est loin d'être française, quoi qu'on en pense. Elle vient plutôt de l'Europe de l'Est, voire un peu plus loin avant la guerre. Donc quand on est devenu entreprise à mission, on s'est dit, notre vrai savoir-faire, c'est la fenêtre PVC, et puis c'est le bon matériau. L'aluminium a cette caractéristique de ne pas être sur le sol européen et d'être un matériau conducteur de chaleur. Donc pour isoler, ce n'est pas forcément top. Il coûte très cher et il est très carboné. Donc on oublie. Le bois, on sait pourquoi on en fait de moins en moins, c'est parce que ça coûte très cher, donc on peut rénover beaucoup moins de maisons. Et l'enjeu, c'est quand même rénover le logement, c'est 30% de l'empreinte carbone, et l'enjeu social qui va avec. Donc le PVC, il faut arriver à le rendre vertueux. Il est performant au niveau thermique, il est performant au niveau économique, prix. Il faut le rendre performant au niveau des matières, ce que je disais tout à l'heure. Et donc, on a créé une start-up en interne, j'ai recruté un start-upper, on a cherché le modèle pour que 100%, si possible, alors on est déjà à 80%, de la fenêtre qu'on dépose, on dépose à peu près 100 000 fenêtres par an sur nos chantiers de logements collectifs en rénovation, pour que les composants de la fenêtre, fin de vie, après 30-40 ans, redeviennent de la fenêtre. Le vitrage, l'acier, le PVC sont les trois principaux composants. Donc on a créé des centres de démantèlement partout en France pour
envoyer toutes nos fenêtres fin de vie sur ces centres-là, avec des partenaires d'insertion. Donc on crée de l'emploi local, 100% de la transformation est française au niveau de souveraineté, et on remet des gens dans la vie par l'emploi, par le travail. Il sépare les composants. Le vitrage est pur à 99,7%, donc peut redevenir du vitrage. Sinon, on devient de la bouteille, et la bouteille ne peut pas redevenir du vitrage. L'avantage, c'est comme c'est subventionné, ça permet de descendre un peu ce coût, de le faire à la main. Le PVC, on le broie, on l'envoie dans un centre centralisé. On a investi 2 millions d'euros avec un partenaire, Benvic, qui en a fait sa stratégie européenne pour régénérer le PVC. Et là, on rentre dans le sujet technique. On y reviendra tout à l'heure, j'imagine. Et on envoie ça chez notre extrudeur qui, à partir de ce PVC recyclé, fait des fenêtres en PVC recyclé. Donc aujourd'hui, 100% de nos fenêtres, d'ici la fin de l'année, c'est 10 millions d'euros d'investissement, 50 boulots. Donc c'est pas du RSE. C'est vraiment une prise de risque, avec des démarches. D'ici la fin de l'année, nos 200 000 fenêtres qu'on fabrique tous les ans en PVC seront faites à 70% avec du PVC recyclé. Et on a calculé l'empreinte carbone qu'on a mise sur la base Ignies. Et on a comparé à toutes les empreintes carbone qui existent sur le bois, le PVC et l'alu. On est de loin avec l'empreinte carbone la meilleure de France. Ouais, alors j'imagine que vous avez dû aussi changer vos pratiques, votre façon de travailler aussi. Oui, alors après, c'est un projet stratégique d'entreprise. Donc effectivement, on regarde ces différenciations. On en avait deux, on fait des chantiers, on fait nos propres gammes. On fait faire nos gammes par un extrudeur, mais on n'achète pas des gamistes. Donc on a déjà des gammes, nous, qui prennent 30% de matière en moins par rapport à celles des gamistes. Et en plus, dans ces 30%, enfin dans ces 70% qui restent, il y en a 70%, c'est du recyclé. Donc ça, c'était déjà un actif qu'on avait, nous, dans notre différenciation. Après, on a organisé notre offre de valeur pour que les fenêtres, au lieu de les envoyer dans des trous et remplir de la terre, dont on va peut-être avoir besoin demain, on les envoie dans des centres de démantèlement qu'on a ouverts avec des partenaires. Donc on a ouvert 8 centres et on est en train de finir de mailler la France dans le Grand Ouest pour qu'on soit partout en France capable d'envoyer avec un coût de transport raisonnable les fenêtres fin de vie dans un endroit où elles vont être, les matériaux vont être recyclés en boucle fermée avec le même degré d'usage, c'est-à-dire pour refaire de la fenêtre. Hugo, dans l'étude de l'INEC, quelles sont les perspectives qui ont été identifiées au niveau national? Quelles sont les spécificités du secteur du bâtiment par rapport aux autres? Alors, le souci de développement de l'économie circulaire dans un secteur comme le bâtiment, c'est la complexité de la chaîne de valeur. C'est la multiplicité des matériaux qui vont être nécessaires pour accomplir un chantier. C'est la diversité des acteurs qui peuvent exister. Donc, je ne vous refais pas la liste de tous les acteurs qui peuvent exister, mais vous avez quand même énormément de structures de type extrêmement différentes qui doivent toutes ensemble évoluer vers de l'économie circulaire. Pourquoi? Parce que si vous avez un seul acteur qui se lance, en fait, il ne pourra pas tenir d'un point de vue modèle économique, d'un point de vue rentabilité de son produit, d'un point de vue simplement volonté de faire bien les choses. Il ne pourra pas développer ce modèle-là sans avoir le soutien de l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, il y a une vraie interrogation à savoir qui va se lancer là-dedans, qui va organiser ce grand mouvement, cette grande évolution là-dedans. D'autant que, je rajouterais, le sujet de la criticité de la ressource, qui est en fait au cœur de l'étude qu'on a voulu mettre en place, c'est-à-dire est-ce que cette ressource est plus ou moins disponible, tout simplement, pour mener à bien notre projet. Le sujet de la criticité de la ressource, il est finalement assez important sur des ressources qui ne seraient pas forcément les premières auxquelles on penserait en termes de risque pénurique. Je pense au sable, notamment, je pense au béton, je pense à l'acier, etc. Et donc, il va falloir à un moment donné qu'on s'interroge au niveau français, au niveau national, peut-être au niveau aussi européen, sur la manière d'aller extraire de nouvelles ressources et d'aller les extraire où? Sans doute en France, parce qu'il y a quand même un sujet de souveraineté vis-à-vis de la ressource. Donc il va falloir réfléchir à ce sujet de la réindustrialisation, donc dans la construction, mais aussi ailleurs, et finalement se dire, est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce qu'on veut ouvrir des nouvelles carrières supplémentaires à proximité des villes, parce qu'il va y avoir un sujet de disponibilité et d'accessibilité à ces ressources-là? Et est-ce que finalement, il n'y a pas une nécessité de réfléchir à cette forme de sobriété, de frugalité, qui finalement va nous permettre
d'aborder ce sujet avec des principes qui vont être beaucoup plus vertueux d'un point de vue environnemental. Et passer d'un principe de construction à un principe de rénovation, c'est déjà le premier, le grand changement, le grand pas qu'il faut effectuer. Alexandra, comment assurer et certifier la qualité des matières recyclées ? Le vrai enjeu qu'il y a derrière, c'est la massification. La massification des réemplois, la massification du recyclage. Et ça passe par l'industrialisation. Et pour passer par l'industrialisation, se pose la question de comment on traite une multitude de gisements qui sont de petite taille, qui sont du coup assez hétérogènes. Pour qu'un processus d'industrialisation se fasse, il faut pouvoir effectivement compter sur de la matière sur laquelle on a une certitude en termes de composition et donc une certitude aussi sur les performances qu'elles vont amener sur les produits. Laurent vous parlait des différentes étapes. Et donc, avant qu'on puisse passer à l'extrusion, il y a effectivement cette matière. Donc, par exemple, alors, je vais parler d'une marque qui rassemble, par exemple, Pando et le CSTB, qui est la QB34. C'est une marque de qualité qui est là pour faire le lien entre un industriel qui est produit de la composition vinylique et puis l'industriel de la fenêtre. Et là, il y a 3 facteurs à regarder. Cette marque en regarde au moins 2. Il y a le sujet de la traçabilité, donc vraiment s'assurer que la composition que l'industriel va rencontrer et pouvoir utiliser est constante dans le temps. Et puis, il y a la question de la durabilité. Donc, les performances, qu'elles soient mécaniques ou de vieillissement dans le temps. Il y a un autre sujet sur lequel il faudra qu'on se penche dans les années à venir, c'est vraiment la question du sanitaire. Puisque dans tous ces sujets-là, on va remettre en circuit tout un ensemble de produits et de matériaux qui ont été mis en œuvre il y a 10, 15, 20, 30 ans, beaucoup plus. Et les réglementations, notamment sanitaires, ont évolué. Notamment, depuis est arrivé REACH, et il y a un certain nombre de substances qui sont rajoutées à cette liste REACH. Un industriel, à un moment, doit avoir confiance sur le fait que lui, il n'est pas en train de remettre en circuit des substances qui sont interdites. Or, c'est aujourd'hui pas son métier d'aller regarder, savoir exactement ce qu'il y a dans ces compositions-là. Ça, c'est un sujet qui est émergent et qu'il va falloir traiter dans les années à venir, de savoir... Comment on le traite déjà ? Alors pour l'instant, nous, on est encore au stade de recherche, vraiment de faire en sorte que nos outils à nous, en laboratoire, soient capables d'aller chercher chacune de ces substances dans la matière telle qu'elle nous les est présentée. Donc ça, vraiment, voilà. Et donc là, on a besoin de marques de qualité pour que, tout simplement, on ait confiance pour pouvoir massifier. C'est vrai pour le recyclage, mais c'est également vrai pour la partie réemploi. On est en train de travailler sur une marque de qualité qui va adresser les centres de reconditionnement, pour faire en sorte que lorsqu'on va acheter du produit de réemploi, on a confiance sur la manière dont ça a été, quel est le process qui est derrière, pour qu'il y ait un achat qui soit aussi confiant. Donc là, ça se travaille avec la MGP et le CSTB, et donc on va déployer ça dans les mois à venir. Laurent Demal, comment est-ce que vous faites pour maintenir la qualité de vos produits, sachant qu'effectivement, il y a 20 ans, on utilisait vraiment des matières premières et que maintenant, on utilise des matières recyclées? Alors, je parlerai en complément d'Alexandra, puisqu'on est ensemble sur un sujet comme celui-là, sur la technique, clairement. L'enjeu technique, il va répondre à plusieurs choses. Il va répondre à la garantie de performance du produit in fine, mais il va aussi devoir répondre à des performances économiques. Typiquement, si on regarde l'exemple du PVC, le PVC, on est habitué de le produire avec du pétrole. On va le craquer, on va séparer les fractions, et du coup, on va avoir du PVC pur, dont on contrôle très très précisément la composition, quand on fait du vierge, du neuf. Là, on va récupérer du PVC qui va être vieux de 1 an ou 50 ans, qui va venir du fournisseur X ou Y. Donc une hétérogénéité de matières premières qui va être énorme. Et donc pour le PVC, si je prends l'exemple du PVC, mais ça va être vrai sur plein de sujets. L'aluminium, c'est pareil, on va mélanger des aluminiums où il y aura des micro-alliages dedans. Et donc ça crée des grades d'aluminium différents. Donc comment on arrive à se réapproprier un niveau de maîtrise de la matière suffisamment fiable, homogène, dans l'hétérogénéité, comment on crée suffisamment d'homogénéité pour qu'on soit capable d'atteindre les 2 requis majeurs que sont la performance technique, faut que la fenêtre elle remplisse son office dans la durée, etc. Mais aussi toutes les performances intermédiaires qui vont être l'extrudeur, quand il va fabriquer son profilé, c'est un procédé où tu fais des kilomètres par jour, si c'est compliqué, il va aller moins vite. S'il va moins vite, il n'aura pas la performance
ni de productivité, ni des tolérances dimensionnelles. On est au dixième de millimètre sur ces sujets-là. Et du coup, moi, je n'aurai pas ma performance et j'aurai beaucoup de non-qualité quand il faut que je soude. J'en fabrique plus de 1000 par jour, donc il faut que ça débite, quoi. Donc il y a vraiment des enjeux de comment, avec du matériau hétérogène, on arrive à approcher un niveau d'homogénéité suffisant, jamais aussi fort qu'on avait jusqu'à maintenant avec du pétrole qu'on fractionne, etc. Donc c'est vraiment un travail technique où on défriche, hein, on va chercher des nouveaux continents. Donc on est avec des partenaires, donc le CSTB pour être capable de normer et de caractériser avec des savoir-faire qu'on n'a pas. Donc Benvic pour la régénération, Réo pour la partie extrusion, parce qu'on est devant, ça nous a pris 5 ans, c'est pas pour rien. Hein. Hugo, comment reconnaître les savoir-faire et la qualité? Comment inciter et valoriser les bonnes pratiques? Bon, alors je ne vais pas vous faire quelque chose d'exhaustif parce que c'est un sujet qui est extrêmement important. Je ne suis pas forcément le mieux placé là-dessus pour vous répondre, mais nous, on a à l'INEC réalisé une FAQ, je l'ai ramenée ici d'ailleurs. Je vous fais un peu la publicité de ce document qui est en fait un recueil des 32 questions que doit se poser quelqu'un qui, sur un chantier, veut se lancer dans l'économie circulaire. Et que ce soit un acheteur privé, que ce soit un chargé de mission dans une structure qui veut se lancer dans un peu plus d'économie circulaire sur son chantier, que ce soit un maître d'œuvre ou un maître d'ouvrage public. Toutes ces questions-là, on essaye d'y répondre et d'intégrer toutes les bonnes pratiques qui peuvent exister. Alors, moi, je crois quand même beaucoup dans la labellisation. Parce qu'aujourd'hui, il y en a une forêt qui est assez importante de labels. Mais si on arrive un peu à rationaliser ce sujet de la labellisation, ça va quand même permettre à beaucoup d'acteurs qui aujourd'hui se posent des questions sur qu'est-ce que c'est que l'économie circulaire dans le bâtiment, ça va permettre de les guider un peu mieux. Donc il faut des labels fiables, robustes et extrêmement bien représentés et représentatifs. Et puis, je pense, et je vais aller vers un sujet qui me tient un peu plus à cœur, je crois qu'aujourd'hui, la commande publique, de manière générale, a un rôle qui est assez important. On parle de 10%, 10 à 15% du PIB, ça dépend si on parle en France ou en Europe. Cette commande publique-là, aujourd'hui, elle a un rôle de guide vis-à-vis de toute la chaîne de valeur. Et les pouvoirs publics, les collectivités, l'État doivent faire en sorte de montrer le bon chemin, de montrer quelles sont les bonnes pratiques. Et pour ça, il faut aussi qu'on les aide. Donc on peut les aider à travers de la labellisation, on peut les aider à travers un certain nombre d'autres choses. Mais je crois que si déjà on se contraint à ces deux zones d'action-là, ce serait déjà une bonne chose. Alexandra, comment préparer des matériaux pour un climat qui évolue? Est-ce que la QB34 est un bon outil pour adapter le bâti au climat qui va arriver dans les 10, 20, 30 ans qui viennent, voire plus? Je suis ravie qu'on en parle. Souvent, quand on parle de changement climatique et d'adaptation au changement climatique, on parle beaucoup de confort d'été, on parle d'aléas, on parle de vie humaine, etc. La question, c'est évidemment qu'est-ce qui va se passer pour les produits et matériaux de construction dans le bâtiment? Comment ils vont vivre dans le temps, dans 20 ans, dans 30 ans, sachant que quand on installe une fenêtre, on ne l'installe pas pour 5 ans. Enfin, on espère en tout cas qu'on l'installe pour 25, 30 ans, à peu près. Donc la question, c'est est-ce que nos produits d'aujourd'hui sont adaptés au climat de demain? Et la question beaucoup plus large, est-ce que le corpus avec lequel on aménage, on construit, on rénove, on produit des produits et matériaux de construction est adapté au climat de demain? Et là, c'est un abysse qui s'ouvre devant nous. Aujourd'hui, vous avez le plan national d'adaptation au changement climatique. Il y a une mesure qui s'appelle la mesure 24 qui dit qu'effectivement, il est temps de réviser le corpus dans le domaine de l'énergie, du transport et du bâtiment. Est-ce que vous savez le nombre de textes qui régissent le monde du bâtiment? Moi non plus, j'en sais rien du tout. Mais entre les codes, les réglementations, les protocoles d'évaluation, partout vous avez de la donnée sur le climat, que ce soit de manière directe ou indirecte. Et donc la question qu'on est en train de se poser aujourd'hui, c'est est-ce que ce corpus est adapté au climat de demain? Je n'ai pas la réponse, c'est-à-dire qu'il faut qu'on se repose la question aujourd'hui, que ce soit dans les normes. Et pour nous, c'est aussi tous les protocoles de vieillissement. Alors, pour en revenir sur la QB34, la QB34, elle s'appuie sur une norme pour faire des tests de vieillissement accéléré en laboratoire.
ces tests de vieillissement accéléré, donc ça vous dit effectivement le nombre de cycles, le nombre d'heures, et les températures auxquelles on s'adresse. Il s'avère que dans cette norme, il y avait la possibilité d'évaluer soit dans un climat modéré, et quand on travaillait sur le système de la France hexagonale, on prenait le climat modéré, et il y avait également une norme, enfin une partie qui nous permettait de redresser les climats sévères, et ça correspond à peu près à Séville. Et là, les acteurs, donc les différentes parties prenantes de la QB34, se sont mis d'accord pour passer des évaluations, encore une fois, c'est volontaire, à ce climat sévère. Donc on vient de passer d'un climat modéré à un climat sévère. Et ça, c'est le début. Ce qu'est le début. Il nous reste l'infini nombre de documents à réviser, -1, pour essayer d'adapter notre corpus au climat de demain. Mais sujet absolument passionnant qu'il va falloir regarder, sujet qui effectivement monte de plusieurs endroits. Un certain nombre d'acteurs du bâtiment, d'industriels se posent la question de est-ce que leurs produits tels qu'ils sont adaptés au climat de demain? Est-ce que la préconisation qu'on en fait, la prescription de ces produits est adaptée? C'est toujours la question du bon produit au bon endroit qui va se poser. Et puis on verra effectivement l'évolution de la sinistralité. C'est vraiment un sujet énorme et passionnant et qui va nous occuper effectivement dans les années à venir. Alors quelques mots sur l'équation financière. Laurent Demal d'abord, comment votre entreprise peut-elle proposer un produit à la fois recyclé et compétitif par rapport au neuf, alors que les coûts sont sans doute supérieurs? Alors le point numéro 1, je pense clairement, c'est le fait qu'on soit entreprise à mission avec actionnaires et salariés nous permet d'avoir une durée de retour sur valeur long terme. Quand vous êtes en bourse, c'est le court terme. C'est le financier, c'est le court terme. Et c'est pas 20 ans, c'est au mieux 1 an. Nous, c'est 20 ans. Donc on a cette feuille de route actionnariale qu'on maîtrise. C'est essentiel parce que du coup, on peut envisager le recyclage, mais 10 millions d'euros dont j'ai parlé tout à l'heure, ça devient de l'investissement. Donc quand vous parlez d'investissement, vous pouvez amortir. Si vous regardez sur 10 ans, le prix du PVC, en moyenne, c'est 5% par an de plus. Hors crise, quand il y a eu la crise en 2022-2023, d'un coup, ça a pris 40%. Donc chaque crise, ça prend, et c'est pas redescendu. Enfin, en tout cas, c'est monté à 80, c'est redescendu à 40. Donc ça a pris 40. Et chaque année, ça prend 5. Vous prenez l'énergie, c'est pareil, c'est la même trajectoire. C'est 5%. Et une crise, ça fait plus de 30%. Aujourd'hui, on fait plus de 30% que 2021. Hein, à chaque fois. Donc si je me projette à 20 ans, si vous mêlez le fait que les matériaux vont coûter de plus en plus cher, mais en plus les pénuries et le fait qu'il va y en avoir de moins en moins va accélérer ça, en plus de l'inflation, je pense que mes 10 millions d'euros d'investissement vont être vraiment rentables. Que conforter votre... vont vraiment être rentables. Je rajoute après un autre élément, c'est qu'en fait, mon recyclage me crée de la valeur sur mes fameux 5 axes. Ça crée de la valeur environnementale, clairement, la meilleure FDES du marché. Ça crée de la valeur sociale, parce que les salariés sont engagés dans le process. Puis comme ils sont actionnaires, ça donne de la valeur à l'entreprise. Valeur sociétale, c'est de l'emploi en France, c'est de l'insertion. Valeur économique, dans les appels d'offres aujourd'hui, on veut de la RSE et on veut, avec la RE 2020, des empreintes carbone les plus basses possibles. Ça me différencie. Ce qui me différencie me fait gagner de l'argent. Et en plus, vous rajoutez au fait que mes dépenses, comme je l'ai dit, vont dépendre de mes déchets plus que de matières premières qui vont subir les aléas de la raréfaction des ressources et des guerres. Tu vas avoir les enjeux de la REP, avec Valobat, ou les éco-organismes qui subventionnent les gens qui récupèrent des déchets et les gens qui réintroduisent de la matière dans les produits. Je fais les deux. Je suis doublement subventionné. Je fais un business, parce que je l'ai imaginé comme un business, donc qui va être rentable, voire qui est déjà rentable, en tout cas qui s'équilibre avec les subventions que je peux avoir, il s'équilibre. Donc plus ça va aller, plus ça va me différencier par rapport à un concurrent qui ne le ferait pas. Dans 10 ans, l'écart concurrentiel va être tel qu'il va être obligé d'une manière ou d'une autre de se rapprocher de mon modèle. À lui de savoir comment, parce que toujours pareil, quand tu t'y es mis le premier, tu prends la place. Hugo, quels sont les modèles économiques qui existent aujourd'hui dans l'économie circulaire? Est-ce qu'on pourrait avoir peut-être un exemple assez concret? Alors, on a l'exemple de Laurent qui est super, mais je dois malheureusement constater que les modèles d'économie circulaire aujourd'hui ont du mal à émerger, y compris dans le bâtiment, malgré en effet les subventions, malgré les incitations qu'on peut mettre en place, à travers notamment la REP, donc la responsabilité élargie du producteur qui s'est mis en place dans le secteur du bâtiment. Et aujourd'hui, on peut constater que malheureusement, il y a beaucoup d'expérimentations réussies en économie circulaire, assez peu de passage à l'échelle, comme le rappelait Alexandre.
Ceci étant, il faut quand même aller au-delà de cette réalité et se rendre compte que beaucoup de pilotes, notamment publics, font en sorte d'amorcer des modèles économiques circulaires. Et je donne en effet souvent l'exemple de la ville, de la métropole du Toulouse, mais il y a aussi la région Nouvelle-Aquitaine, vous avez aussi la métropole du Grand Paris qu'on évoquait jusqu'ici, qui en fait amorce à travers des programmes une forme de planification de l'économie circulaire dans la construction avec une organisation territoriale qui va permettre à des boîtes d'émerger ou de faire en sorte de développer des modèles économiques circulaires au sein de leur modèle économique classique. Et donc vous avez Toulouse Métropole qui, en se servant d'un fonds européen, parce que les fonds sont très importants, un fonds LIFE a mis en place un programme qui s'appelle Life Waste to Build et qui permet à travers son rôle de maître d'ouvrage public, en fait, d'intégrer des clauses d'économie circulaire dans l'ensemble de ces marchés publics, ce qui en fait crée de fait un effet levier sur le territoire, crée une volonté des acteurs de valoriser ces déchets et finalement permet d'amorcer cette pompe. Voilà. En un mot, parce que le temps passe, les aides, les subventions, elles sont essentielles aujourd'hui pour accélérer l'économie circulaire ? Oui, d'autant plus qu'on dit souvent qu'il n'y a pas d'argent. En fait, notamment dans le contexte budgétaire actuel, l'argent quand même de la transition, il existe notamment au niveau européen. Donc vous avez des fonds européens qui aujourd'hui sont assez peu, la France y a assez peu recours en fait, et c'est quelque chose qui malheureusement ne nous permet pas de financer des investissements qui sont nécessaires sur le long terme, qui ne sont pas forcément des modèles économiques qui seront rentables sur le court terme. Comment on fait alors pour aller prendre les subventions Alors ça c'est on va dire c'est de la mécanique administrative et c'est aussi de la volonté politique de la part des pouvoirs publics d'aller chercher cet argent-là. Mais je pense que les pouvoirs publics ont un rôle qui va être beaucoup plus important sur une chose, c'est la fiscalité. La fiscalité que nous on appelle circulaire, la fiscalité vertueuse, qui doit aujourd'hui venir rééquilibrer ce problème de compétitivité à court moyen terme que vont avoir les modèles économiques circulaires. Aujourd'hui, le produit brun est plus compétitif que le produit vert. Il faut que cette fiscalité vienne corriger ça, parce que sinon, en fait, on va être sur du business as usual. Alors, il nous reste 3 minutes, ça tombe bien, vous êtes 3. On parle de l'avenir. Alexandra, le comité ressources du CSTB, mène des travaux de prospective et a élaboré plusieurs scénarios. Que nous disent-ils sur cet avenir ? Alors c'est bien, on parle d'avenir et donc on va parler de prospective. La prospective, ce sont des exercices de l'art du récit pour essayer d'anticiper des scénarios assez contrastés. L'ADEME et le CSTB avaient fait une démarche qui s'appelait « Imaginons ensemble les bâtiments de demain ». Et puis on essaie de répliquer ça sur des thématiques précises. Donc il y a un comité ressources qui se réunit à peu près depuis 2 ans. Et donc je ne vous donnerai pas tout à fait les conclusions puisqu'on aura un colloque plutôt en début d'année 2026 qui viendra donner les grandes tendances. Juste pour comprendre comment ça fonctionne. L'idée, c'est effectivement de rassembler des gens qui vont penser différemment et on va penser pendant un temps sur tous les déterminants de l'avenir, par exemple de l'économie circulaire et du coup de la ressource. Donc on va réfléchir sur les déterminants qui sont par exemple le sujet de la massification de l'économie circulaire, le sujet effectivement du rôle que vont prendre les pouvoirs publics et jusqu'où ils vont se mouiller sur l'économie circulaire. Et donc on va regarder tous ces différents sujets. Et de ça, on en construit ensuite des scénarios contrastés. Donc, rendez-vous plutôt début 2026 pour avoir les conclusions. Pour en parler et peut-être avoir plus de temps aussi pour évoquer cet avenir. Laurent Demal, allez, assez brièvement, racontez-nous quels sont vos projets là. Mes projets oula, vous avez 2 heures. En matière de circularité, bien évidemment. Ouais, en circularité. Alors, on a parlé beaucoup des matériaux. Il va y avoir la circularité sur les ressources, pas que matériaux, il y aura aussi les hommes. Les personnes, on va être de moins en moins à travailler. Donc il va y avoir un sujet, comment on fait que les personnes qui ont moins la capacité de travailler continuent de travailler. Parce que sinon, les matériaux, il reste des trucs dans la terre. Et l'énergie. 99% de tout ce que vous avez autour de vous, c'est 100% de ce que vous avez autour de vous, c'est 99% d'énergie, 1% de main-d'œuvre. Dans la transformation, depuis le moment où c'est dans la terre jusqu'au moment où ça... Donc il faut arriver, l'énergie... C'est soit de la matière énergétique qu'on a pris, le pétrole, etc., soit c'est du solaire ou du vent transformé avec des matériaux. Donc,
comment on arrive à faire de la circularité également sur la partie énergétique. On y travaille pour avoir de l'énergie, nous, dans notre vallée. Donc on est en train de faire de l'autoconsommation collective pour que dans 20 km à la ronde, on ait à 10 ans de l'énergie collective gratuite sans qu'on mette 1 euro pour l'avoir. C'est possible, on n'a pas le temps de décliner, mais c'est ce qu'on est en train de mettre en place entre l'usine et les salariés et tous les gens de la région. Hugo, comment adopter une approche systémique et finalement transformer les récits autour de la circularité ? Alors je pense qu'il va falloir créer un récit autour du fait que le déchet aujourd'hui est une ressource, c'est la ressource de demain. L'économie circulaire finalement, c'est l'économie écologique par excellence. Aujourd'hui, on souhaite dans plusieurs années, plusieurs décennies, avoir une économie qui soit respectueuse de l'environnement, qui soit sobre, qui soit frugale. C'est ce que propose l'économie circulaire. Aujourd'hui, on a à peu près 7% de l'économie mondiale qui est qualifiée de circulaire. C'est trop peu, ça recule encore. Et il faut bien comprendre que tous ces déchets qui aujourd'hui ne sont pas valorisés, eh bien, en fait, c'est de la valeur, c'est de la richesse qui est perdu. Et puis il faut aussi évoquer, et on l'a beaucoup évoqué, le sujet que l'économie circulaire, c'est une économie de la souveraineté qui permet de créer des emplois qui sont non délocalisables, qui permet de créer des modèles économiques qui seront beaucoup plus résilients face aux différentes crises que l'on connaît. C'est tout ça qu'il faut essayer d'évoquer, et ça, il faut le faire notamment à travers un rôle beaucoup plus renforcé de la planification publique. L'avenir est donc à la circularité. Espérons-le. Merci à vous trois d'avoir participé à cet échange. On n'a pas eu le temps de prendre des questions de la salle, mais vous allez pouvoir rester encore quelques minutes et pouvoir échanger dans les allées de Renaudez avec le public. Merci à vous trois. Restez surtout avec nous parce que maintenant vous allez assister à une commission d'évaluation d'un projet de réhabilitation de crèche grâce à Ecopolis. Merci à tous.